Alors j'appelle maintenant Fabien Robin de Rennes sur la caractérisation des profils d'expression génomique du micro-environnement tumoral de l'adénocarcinome pancréatique. J'ai fait les diapositives. Pancréatique. Bonjour à tous, je vous remercie de nous laisser présenter ce travail qui porte donc toujours le titre. Donc le cancer pancréatique est un cancer en passe de devenir un véritable enjeu de santé publique avec des projections pour 2030 qui présentent comme la deuxième cause de mortalité par cancer. À ce pronostic, à ce fait sombre, il y a plusieurs explications. D'abord, un diagnostic tardif, en raison de l'absence de moyens de dépistage efficaces, de biomarqueurs, et l'évolution lente et silencieuse de la maladie au fond de la cavité abdominale, qui lui confère un potentiel métastatique très important et donc un taux de résecabilité très faible. Ce pronostic sombre est également expliqué par un arsenal thérapeutique qui est limité et peu efficace, qui se borne aux chimiothérapies conventionnelles, et il n'y a actuellement pas de thérapie ciblée ou de immunothérapie disponible. Alors pourquoi s'intéresser au micro-environnement tumoral? D'abord parce qu'il constitue une grande partie de la tumeur, de 40 jusqu'à 90% du volume tumoral, et ce n'est pas seulement une unité structurelle, c'est surtout un système d'échange dynamique qui participe activement à la progression du cancer pancréatique. Il constitue aussi un rôle important dans la chimio-résistance, c'est une barrière physique qui, à cause de la pression interstitielle, diminue la pression de perfusion des chimiothérapies, et une barrière métabolique par la captation des fibroblastes de la gemcitabine. Il a un rôle pronostique, ce micro-environnement, dans de nombreuses tumeurs solides comme le sein, la prostate, le côlon, ou encore le cancer hépatocellulaire. Et il a été démontré comme un modèle pertinent pour l'étude de marqueurs, notamment dans le cholangiocarcinome intrahépatique par l'équipe de Laurent Sulpice, avec l'ostéopontine. Alors nos objectifs dans ce travail, c'était assez vaste, c'était de caractériser les altérations moléculaires de ce micro-environnement tumoral afin d'identifier des nouvelles voies de signalisation et comprendre les mécanismes impliqués dans la progression tumorale de ce cancer et potentiellement d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Et deuxièmement, de mettre en évidence de nouveaux biomarqueurs tumoraux et potentiellement circulants. Pour cela, nous avons mis en place une analyse transcriptomique suivie d'une analyse protéique. Une analyse transcriptomique qui a combiné la microdissection laser du micro-environnement tumoral à partir de pièces fraîchement plongées de pancréas, réséquées. On a pris deux échantillons, un contingent tumoral, un contingent non tumoral. Dans le contingent tumoral, on a microdisséqué au laser le micro-environnement, et dans le contingent non tumoral, on a microdisséqué son homologue sain, le tissu fibreux périacinaire. On a extrait les ARN de ces tissus et on les a hybridés sur des puces pangénomiques à ADN. On a obtenu ainsi une analyse non supervisée avec de grandes quantités d'informations qu'on a analysées de plusieurs manières. D'abord une analyse statistique, gène à gène, en calculant le différentiel d'expression entre tumoral et non tumoral, puis une analyse de data mining plus supervisée avec de l'analyse bioinformatique en GSEA et une analyse exhaustive par PubMed plus longue. Et la deuxième partie du travail a consisté en une analyse supervisée protéique avec des gènes sélectionnés à partir de l'analyse transcriptomique sur une cohorte de 80 malades réséqués sur des labs de TMA. On avait donc 80 malades répartis en 4 groupes pronostiques qui pouvaient représenter ce qu'on peut attendre dans une épidémiologie de pancréas dans la population normale, enfin malade. Les résultats, donc l'analyse transcriptomique, on a pu inclure 5 paires d'échantillons, tumoraux, non tumoraux, microdisséqués. Vous avez ici un exemple de microdissection, c'est une coupe de pancréas fraîchement congelé. Ici vous avez les îlots tumoraux, autour le micro-environnement tumoral, ici l'impact du laser de la microdissection, ici on a retiré les capsules de capture, on voit un défect qui correspond au micro-environnement tumoral, laissant les îlots tumoraux en place, et ici le micro-environnement tumoral. On a donc extrait les ARN. D'abord on avait évidemment des petites quantités d'ARN, 150 nanogrammes par environ par échantillon, mais après amplification et hybridation, on avait des quantités beaucoup plus conséquentes, de 4 microgrammes. On a hybridé ces ARN sur les puces pangénomiques. Vous avez ici l'exemple de 10 puces, avec des critères de qualité qui étaient tous validés pour l'interprétation. On a donc commencé l'analyse par analyse en composantes principales. Sur ce graphique à 3 axes, on voit déjà se dégager 2 groupes bien distincts, le groupe tumoral et le groupe non tumoral. C'était un critère de qualité qui nous permettait d'avancer, je pense, avec moins d'inquiétude dans l'analyse. On a ensuite continué l'analyse par analyse statistique. On allait chercher la différence des gènes exprimés dans le tissu tumoral et non tumoral. On avait 30 000 gènes à peu près appareillés qui sont exposés sur ce graphique, ce volcanoplot. Ici, les gènes sous-exprimés dans le tissu tumoral et là surexprimés, ça faisait quand même beaucoup de gènes. Donc on a dû faire un tri statistique pour la sélection pour l'analyse protéique. On a donc appliqué des critères statistiques. D'abord le fold change, qui est donc le différentiel d'expression. On l'a voulu haut, plus de 2, c'est représenté par ces 2 barres verticales, et la p-value basse, représentée par cette barre horizontale. Donc il nous restait les 2 cadrans supérieurs et externes,
1256 gènes dérégulés, 398 surexprimés, fortement surexprimés, et 858 fortement sous-exprimés. Ce sont ces gènes-là qu'on analysera pour l'analyse protéique. Mais du reste, on a continué l'analyse sur les profils globaux, donc tous les gènes, en faisant une analyse de GSEA. Donc c'est une analyse qui consiste à rechercher l'enrichissement dans notre profil global de signature génique, donc un ensemble de gènes qui correspondent par exemple à une voie de signalisation. On recherche l'enrichissement dans les profils globaux. On a pu trouver plusieurs voies de signalisation intéressantes, donc le NF-κB qui a été retrouvé à plusieurs reprises, une voie de signalisation qui a un rôle dans l'immunité et l'effet antipoptotique dans les cancers, jusqu'à la faiblement étudiée dans le pancréas, retrouvé à plusieurs reprises, la voie des intégrines, rôle dans le micro-environnement, dans les connexions intercellulaires et internes avec la MEC, la voie du TGβ qui joue un rôle important dans la fibrose dans le micro-environnement, et la voie de la réponse inflammatoire. Toujours dans ce profil de micro-environnement tumoral, on a pu dégager des phénotypes très propres au phénomène de carcinogénèse, la migration cellulaire, la métastase, l'activation du cycle S, du cycle à la phase S, et l'hypoxie qu'on retrouve qui confirme ce rôle de pression interstitielle du micro-environnement diminuant la pression de perfusion. Deuxième temps d'analyse, l'analyse protéique. On l'a donc réalisé sur cette cohorte de 80 patients dont on a fait les statistiques. On trouvait bien une cohorte qui se superposait assez bien sur l'épidémiologie qu'on peut trouver dans les publications dans la littérature, des survies, des tailles moyennes de plus de 2 cm et des majorités T3-T4. On a donc sélectionné 6 protéines sur la base de nos 1256 gènes triés dans l'analyse transcriptomique sur plusieurs critères. Ça faisait quand même une grosse sélection. Plusieurs critères, d'abord un fold change élevé, plus de 4. Il fallait que ces protéines n'aient pas été analysées dans la littérature, dans le micro-environnement ou dans le pancréas, pour ne pas enfoncer des portes ouvertes évidemment, et qu'elles aient un rôle pertinent dans notre analyse, donc le micro-environnement et l'inflammation. Donc 3 protéines d'abord dans le micro-environnement, KRT19 et TGB6, des protéines qui ont un rôle dans la liaison intercellulaire dans le micro-environnement et des jonctions avec la MEC. La dame TS12, qui est une métalloprotéase qui joue un rôle important dans le remaniement de la matrice extracellulaire dans le micro-environnement de nombreux cancers. Un contingent inflammatoire, le TNF et SF9, dont le ligand homonyme est actuellement à l'étude comme potentiel immune checkpoint dans certains cancers prostatiques. Et le CXCL3, donc le récepteur CXCR2, est connu pour jouer un rôle pronostique dans le cancer du sein. Et une dernière protéine plus atypique, entre guillemets, mais fortement surexprimée dans notre analyse transcriptomique avec un fold change très élevé à 11, qui elle a un rôle beaucoup plus indéterminé dans le cancer. On lui trouve un rôle dans le cancer hépatocellulaire comme effet paracrine sur les métalloprotéases et favorisant la prolifération. C'est pour ça qu'on l'a conservé. On a analysé le marquage des TMA allant de 0 à 3, 0 pas de marquage et 3 marquages très intenses. On a analysé ce marquage de manière assez pertinente dans notre travail puisqu'on s'est focalisé vraiment sur le micro-environnement. On a complètement éludé les îlots tumoraux, on n'a pas regardé leur marquage, on ne les a pas comptabilisés. Pas pour cette étude. On a donc d'abord voulu confirmer les données transcriptomiques, voir si ces gènes, ces protéines étaient effectivement surexprimées dans le tissu tumoral. Et 3 de nos protéines ont trouvé effectivement une surexpression dans le tissu tumoral, la stratifine, la DAM-TS12 et le CXL3. On a ensuite analysé le marquage tumoral exclusivement. On a corrélé l'expression de ce marquage avec les facteurs clinico-pathologiques de notre cohorte de 80 patients. Et on a trouvé que le stade tumoral était corrélé à l'expression de CXL3, que la différenciation était corrélée à l'expression de stratifine et à l'expression de CXL3, que l'engainement périnerveux était corrélé à l'expression du TGB6. Et ce qui nous a particulièrement intéressé, évidemment, c'est que la survie globale et la survie sans récidive étaient significativement associées à l'expression de stratifine et TGB6. On a donc poursuivi l'étude de ces 2 protéines dans des courbes de survie et on voit effectivement de manière significative, en survie globale et sans récidive, que plus le marqueur ITGB6 est exprimé dans le micro-environnement tumoral, et meilleur est le pronostic. Et inversement, moins il est exprimé et moins bon était le pronostic. Pour la stratifine, c'était l'inverse. C'est un facteur de mauvais pronostic qu'on a trouvé dans les 2 situations, globale et sans récidive, et bien plus le marqueur était exprimé et plus le pronostic était mauvais, et inversement. On s'est donc posé la question, est-ce que ça marche aussi avec les outils de la vie courante en anatomopathologie? On compare si le marqueur est présent ou absent, positif versus négatif, dans notre cas 0 versus 1, 2, 3. Eh bien oui, dans les 4 situations, notre marqueur fonctionne. Nos 2 marqueurs fonctionnent, la stratifine et ITGB6, en survie globale comme en survie sans récidive. Lorsqu'on oppose positif et négatif, ça reste dans les 2 cas des marqueurs pronostiques. On a ensuite intégré nos marqueurs dans un modèle multivarié afin de voir s'il n'y avait pas de facteurs confondants. Et effectivement, dans les 2 situations, en survie globale ici,
Les stratifines restent de manière indépendante et significativement positive, bien un facteur de risque, et l'ITGB6 c'est un facteur protecteur. La même chose apparaît pour la survie sans récidive, ça reste de manière indépendante et significative un facteur de risque et un facteur protecteur. On a donc pu, grâce à cette approche non supervisée, combinant microdissection laser et un export génomique, mettre d'abord en évidence des voies de signalisation dérégulées, notamment la voie du NF-kappa-B, qu'il conviendra d'évaluer par analyse mécanistique à moyen terme, et surtout de mettre en évidence des nouveaux biomarqueurs, l'ITGB6 et surtout la stratifine, comme de nouveaux biomarqueurs. L'avenir de ce travail, c'est évidemment de poursuivre cette étude. Elle a permis, grâce au M2, de mettre en place une collaboration multicentrique avec l'hôpital Salpêtrière et Beaujon, afin de passer notre protéine sur des cohortes de TMA beaucoup plus importantes, multicentriques, afin de valider ce travail dans un validating set et voir éventuellement si ces protéines avaient un effet prédictif, une valeur prédictive sur la réponse à la chimiothérapie, en plus de la valeur pronostique. Et à court terme, en ce moment même d'ailleurs, on est en train de doser le dosage sanguin de ces marqueurs circulant sur des sérums de pancréas réséqués. On espère ainsi aider à la prise en charge de ces cancers par des moyens pronostiques et voire diagnostiques afin d'améliorer le pronostic qui reste actuellement très sombre. Je vous remercie. Bravo. Alors là, ça m'intéresse, puis il y a déjà une question avant même qu'on pose la question. Vas-y. Je vais aborder le sujet sur ta conclusion. Est-ce que dans les pancréas réséqués, il y avait des patients qui avaient une chimiothérapie néoadjuvante? Parce que c'est là où sera un intérêt clinique, c'est de sélectionner les mauvais patients, mais ceux qui vont bénéficier d'une chimiothérapie. Dans notre série transcriptomique, il n'y avait pas de patients qui avaient une chimiothérapie néoadjuvante. Voilà, donc on a fait le choix de faire ces patients-là pour avoir pas évité le biais. On n'avait que 5 patients, ça reste une petite série, je l'avoue. Mais on avait fait le choix de faire quelque chose d'homogène et de ne pas prendre de patients avec une chimiothérapie néoadjuvante. Est-ce qu'on peut définir un score pour les cancers du pancréas en s'aidant de ce qu'on trouve dans la tumeur, dans le tissu non tumoral, dans le tissu, dans la matrice Définir un score, il n'y a pas de groupe pronostic anatomopathologique pour l'instant, donc à part la différenciation. Non, mais avec ces nouveaux marqueurs. Alors c'est ce qu'on espère faire justement, mais on a une série encore trop petite pour faire des choses à l'échelle plus globale, mais c'est l'intérêt de ce travail qui va se poursuivre, de voir si ça se confirme et d'étendre les données. Pour l'instant, je peux pas répondre oui. Et comme on avance vers les biopsies systématiques pré-chirurgicales, pré-thérapeutiques, est-ce que sur des biopsies à l'aiguille, par exemple, ça marche pareil? Alors justement, je me suis posé la question, j'ai voulu voir ce qu'on avait dans les tiroirs de la pâte, mais c'est trop petit, en fait, c'est trop petit et il n'y a pas assez de tissu pour évaluer un petit peu le tissu non tumoral. C'est des fragments, qui ne sont pas toujours contributifs, et c'est pas suffisant pour faire l'analyse qu'on a fait là. On a besoin de plusieurs plages, déjà dans le TMA, des petites carottes. C'est déjà, on en prend 3 à chaque fois pour être assez objectif, mais une petite biopsie qui fait quelques millimètres, c'est pas suffisant pour faire cette évaluation. Est-ce qu'une petite analyse en lumière biphotonique pourrait éviter la biopsie? Ça, c'est pas moi qui réponds à la question. D'autres remarques? Eh bien, merci beaucoup. Non.